Le vent hurlait contre les parois de verre, faisant vibrer le 35e étage de la forteresse de verre, comme une cage thoracique sous l'emprise d'une peur ancestrale. Je siégeais là, seul, le menton posé sur ma main, à observer Marseille étinceler sous mes pieds. La cicatrice sur ma main gauche, souvenir d'un talon aiguille et d'un geste insensé, me démangeait légèrement. C'était une cicatrice discrète maintenant, presque fondue dans la peau, mais je la sentais toujours. Elle était le rappel constant de tout ce qui avait basculé. Comment en étais-je arrivé là, moi, Marie Raldi, ancienne étudiante en chimie, ex-serveuse d'un restaurant où je ne mettrais plus jamais les pieds, à examiner les rapports de frais d'un homme que toute la ville craignait? C'était absurde, complètement fou. Mais le regard de Julien Moreau, le fameux roi de Marseille, m'avait traqué, m'avait cerné et ne m'avait plus lâché. Je me souviens de l'odeur du désinfectant ce soir-là. Une odeur âcre, tenace, qui me suivait même après avoir quitté les cuisines de la Cage Dorée. Je sprintais, le souffle court, à travers l'arrière-cour crasseuse du restaurant. Il était 18h55. La pluie battait mon visage, mais je ne sentais même plus le froid. Seul le chrono comptait. 1 minute de retard et Pierre, notre maître d'hôtel maniaque et transpirant, me renverrait. Et si j'étais viré, adieu le loyer de ma minuscule mansarde, bonjour les rues des quartiers nord, l'endroit que j'avais juré à ma mère, sur son lit de mort, de ne jamais revoir. J'avais l'impression que ma vie entière tenait sur ces 60 secondes. Encore une fois, Raldi, tu coupes la corde raide. C'était Pierre, bien sûr, sa voix aigrelette perçant le brouhaha des marmites. Il avait cette petite moustache noire, on aurait dit qu'il se l'était dessinée au marqueur, et il empestait l'anxiété et l'eau de Cologne bon marché. « Désolé, monsieur Pierre, le tram était en panne à Castellane. » Ai-je haleté, nouant mon tablier avec la vitesse acquise par des années de pratique. J'ai lissé ma jupe noire, vérifié ma chemise blanche pour la poussière, et tiré mes cheveux sombres en un chignon strict. Il ne manquait plus que ça. Je me fiche du tram, je me fiche de tout sauf de la table numéro 1, a-t-il dit, sa voix tombant à un murmure terrifié. Toute la cuisine s'était tue. Les chefs avaient arrêté de hacher, les plongeurs de frotter. Même la vapeur des casseroles semblait s'être figée en l'air. La table 1. Le frisson qui m'a parcouru, je le ressens encore. « Ils arrivent ?» ai-je demandé, sentant un nœud de glace se former dans mon estomac. « Il arrive !» a soufflé Pierre, s'épongeant le front avec un mouchoir déjà mouillé. « Julien Moreau, et elle l'accompagne. » Un frisson collectif avait traversé le personnel. Julien Moreau, le grand patron de Moreau Holdings. Une façade respectable d'immobilier qui dissimulait à peine l'immense monde souterrain de la pègre marseillaise. Dangereux, oui, mais avec une réputation de criminel gentleman. Il laissait de bons pourboires, parlait doucement, ne faisait jamais de scène. Le vrai problème, c'était sa fiancée, Sophie Thériault. Sophie était un cauchemar enveloppé de soie de designer, fille d'une famille rivale de Paris, un traité de paix déguisé en femme. Belle, riche et d'une cruauté qui frôlait le psychopathe. Le mois dernier, elle avait fait virer un serveur et le faire blacklister de tous les restaurants de la ville parce qu'il avait versé l'eau pétillante trop agressivement. « Claire est malade, » a dit Pierre, me regardant avec des yeux désespérés. Elle est terrifiée par Sophie. Tu es la seule qui reste avec la formation nécessaire pour les gérer. J'ai hoché la tête lentement. Avant que l'entreprise d'antiquité de mon père ne s'effondre et qu'il ne joue toutes nos économies, j'avais grandi dans ce monde-là. Je savais quelle fourchette servait aux huîtres et laquelle à la salade. Je savais qu'un château Margaux de 1982 devait respirer exactement 45 minutes. Je connaissais le langage des riches. Je n'avais juste plus l'argent pour. Je prendrai la table, et je dis doucement. « Bien, que Dieu t'aide, » a marmonné Pierre. Et Marie, ne le regarde pas dans les yeux, et quoi que tu fasses, ne la corrige jamais. Si elle dit que le ciel est vert, tu lui demandes quelle nuance de vert. Facile, non?
J'ai pénétré dans la cellule de la cage dorée. C'était une caverne d'or, de velours et d'ombre. Des lustres de cristal pendaient comme des larmes gelées du plafond. À exactement 19 heures, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. 4 gardes du corps en costume sur mesure entrèrent d'abord, scannant la pièce avec leurs oreillettes. Puis Julien Moreau est apparu. Il était plus grand que sur les photos de journaux, avec des épaules larges et un costume noir sur mesure qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 10 ans. Son visage était dur, anguleux, avec une cicatrice qui coupait son sourcil gauche. Mais ses yeux, oh, ses yeux étaient d'un bleu étonnamment intelligent. À son bras, Sophie. Elle portait une robe couleur de sang frais, très décolletée. Des diamants scintillaient à son cou, de lourdes pierres ostentatoires qui hurlaient la puissance. Elle avait l'air d'une reine. Mais moi, tapis dans l'ombre du poste de service, j'ai remarqué autre chose. La façon dont la main de Sophie serrait le bras de Julien. Ce n'était pas de l'affection, c'était de la possession. Et ses yeux ne le regardaient pas. Ils scannaient la pièce, cherchant une proie. Ils se sont assis à la table numéro 1, la banquette isolée au fond. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai saisi mon carnet. Le spectacle commence, me suis-je murmuré. Les 20 premières minutes ont été une masterclass en humiliation. Sophie a renvoyé l'eau parce qu'elle était trop froide. Elle a renvoyé la corbeille de pain parce que la croûte était trop rustique. Elle claquait des doigts en ma direction comme si j'étais un chien errant. Julien, lui, restait silencieux, parcourant quelque chose sur une tablette sécurisée. Il semblait s'ennuyer ou peut-être juste résigné. Il regardait à peine Sophie et il ne m'avait pas regardé une seule fois. « Excusez-moi » a dit Sophie, une voix comme du verre brisé. Elle a levé son verre de vin. « J'ai commandé le Barolo 4 Ça a le goût de vinaigre. Vous m'avez servi le vin de la maison, petite arnaqueuse ?» J'ai figé. J'avais ouvert la bouteille moi-même, à table. Une bouteille à 4000 €. Je vous assure, signorina Thériault, c'est bien le Barolo, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Je peux vous apporter le bouchon pour inspection? Sophie a ri, un son dur et aigre. Le bouchon? Vous pensez que je veux voir un morceau de déchet? Emportez-le. Apportez-moi une autre bouteille, et si celle-ci est gâtée, je vous ferai virer. Sophie, a dit Julien. Sa voix était un grondement sourd, profond et doux. Il n'a pas levé les yeux de sa tablette. Le vin est très bien. Arrête. Les yeux de Sophie se sont rétrécis. Elle a tourné son ventre de moi vers Julien. Oh, tu défends la bonne maintenant, Julien? C'est ton genre? Elle ressemble à un rat noyé. J'ai mordu l'intérieur de ma joue si fort que j'ai goûté le cuivre. J'ai pris le verre. Je vais décanter une nouvelle bouteille immédiatement, madame. Alors que je me tournais pour partir, Sophie a accidentellement fait tomber sa pochette de la table. Elle a heurté le sol, répandant rouge à lèvres et un miroir compact. « Oups !» Sophie a ricané. « Ramasse. » J'ai marqué une pause. J'étais serveuse, pas soubrette. Mais j'avais besoin de ce travail. J'avais besoin des pourboires. Je me suis accroupi, rassemblant les objets. Alors que j'attrapais un tube de rouge à lèvres argenté, le talon aiguille de Sophie est descendu, piétinant ma main. J'ai haleté, retirant ma main vivement. Une douleur aiguë a traversé mes doigts. « Maladroite !» a-t-elle ricané. Julien a enfin levé les yeux. Il a posé sa tablette. Ses yeux bleus se sont fixés sur Sophie, puis se sont déplacés vers moi, qui caressait ma main palpitante. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller dans son regard. Pas de la pitié, de la colère. « Ça va ?» a demandé Julien, s'adressant à moi pour la première fois. « Ça va, monsieur ?» ai-je dit, me levant rapidement, cachant ma main tremblante derrière mon tablier. « Je vais chercher le vin. » Je me suis retiré vers la cuisine, mon cœur tambourinant contre mes côtes. Mes doigts étaient rouges et enflés. « C'est un monstre », a chuchoté Pierre, me regardant depuis le passe-plat. « Tiens bon jusqu'au plat principal, Marie. Juste le plat principal. » J'ai pris une profonde inspiration.
J'avais étudié la chimie à l'université, à Aix-Marseille, avant que le scandale de mon père ne nous ruine. Je savais analyser les choses, je savais regarder les détails, et alors que je rejouais l'interaction dans ma tête, quelque chose clochait. Sophie agissait étrangement, oui, elle me tyrannisait. Mais sous la cruauté, ses mains tremblaient, elle transpirait sous son maquillage épais. Elle regardait sa montre constamment. Elle n'était pas juste une diva, elle gagnait du temps, elle essayait de distraire Julien. Pourquoi? Attendez une minute, il faut que je fasse une pause ici. Toute cette histoire, cette situation avec Julien, avec Sophie, était en fait totalement absurde. Je veux dire, pensez-y. Moi, Marie Raldi, fille d'un antiquaire ruiné, qui découvre un complot de meurtre avec une fourchette à salade, qui fait de la chimie de lycée pour sauver un baron de la pègre, qui est quand même un monstre à bien des égards. Dans ma cité, on aurait dit, la fille est complètement fêlée. Mais peut-être que c'était justement ça le problème. Peut-être que c'était trop réel pour être inventé. Tout ce luxe, cette violence sous-jacente, cette espèce de danse macabre pour le pouvoir, et moi au milieu avec ma petite robe noire de serveuse et mes quelques notions de chimie. C'est fou, non? Je n'aurais jamais cru ça possible, pas même dans mes pires cauchemars. Et pourtant, j'étais là, plongé jusqu'au cou. Je n'ai jamais été le genre de personne à chercher les ennuis, mais il semblerait que les ennuis m'aient trouvé. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir aspiré dans un truc qui vous dépasse complètement? Où chaque décision, même la plus petite, a des conséquences énormes. C'est comme ça que je me sentais, dépassée, mais aussi bizarrement vivante. J'ai attrapé le plateau pour le plat principal. Julien avait commandé un filet mignon saignant. Sophie avait commandé un bar. Je suis retourné en salle. J'ai approché la table avec la grâce d'une funambule. Vous entrez, ai-je dit, posant les assiettes. Enfin, a grogné Sophie. Elle a pris sa fourchette et c'est là que je l'ai vue. C'était un détail minuscule, presque invisible, mais pour une fille qui avait passé son enfance dans les boutiques d'antiquités à analyser les poinçons d'argent, c'était aussi fort qu'une sirène. Sophie ne mangeait pas, elle tenait sa fourchette de la main gauche, mais elle ne portait pas la nourriture à sa bouche. Elle utilisait les dents de la fourchette pour gratter quelque chose sur le côté de son verre de vin. Un grattement rythmique. Gratte, gratte, tape, gratte. J'ai marqué une pause, tenant le pichet d'eau. Sophie a regardé Julien. Mange, chérie, tu dois mourir de faim. Julien a pris son couteau à steak. Je n'ai pas faim. S'il te plaît, a insisté Sophie, sa voix prenant une tournure frénétique. Le chef l'a préparé spécialement. Juste une bouchée. Julien l'a regardé, soupçonneux. Pourquoi es-tu si pressé que je mange, Bella? Je veux juste que tu sois heureux. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Julien a soupiré et a coupé un morceau de steak. Il a levé la fourchette à sa bouche. Mes yeux sont tombés sur la fourchette de Julien, puis sur celle de Sophie. Tante, le restaurant utilisait de l'argent sterling Christoffel, poli, impeccable. Mais la fourchette dans la main de Julien, les dents étaient légèrement ternes. Un film gris mat près du manche. Mon esprit a fait la course en arrière vers mes cours de chimie. Le sulfure d'argent crée le ternissement, mais l'argent réagit instantanément à certains sulfures trouvés dans. Et puis j'ai vu la bague de Sophie, une énorme émeraude. Mais la monture était ouverte et directement sous la pierre, reposant contre le métal de la fourchette qu'elle avait tenue avant qu'elle ne les échange. Sophie avait échangé les fourchettes. Quand les apéritifs avaient été débarrassés, Sophie avait échangé sa fourchette inutilisée avec celle de Julien. Stop! Le mot a jailli de ma gorge avant que je ne puisse le retenir. Le silence qui a suivi a été absolu. Julien s'est figé, la fourchette à 1 pouce de ses lèvres. Il ne l'a pas laissé tomber. Il n'a pas bronché. Il a juste lentement tourné la tête pour me regarder. Son expression était illisible. Mortelle. Sophie a claqué sa main sur la table. Comment oses-tu? Petite insolente.
Ne mangez pas ça, ai-je dit, ma voix tremblante mais ma posture rigide. J'ai fait un pas en avant, violant l'espace personnel de l'homme le plus dangereux de Marseille. Excusez-moi, a demandé Julien d'une voix douce. Appelez la sécurité, a hurlé Sophie se levant. Elle est folle, elle essaie de nous attaquer. Marc! Le garde du corps principal, Marc, une montagne d'hommes, s'est dirigé vers la table, sa main plongeant dans sa veste. Reste en arrière, Marc, a ordonné Julien. Il n'a pas détourné les yeux de moi. Il a lentement abaissé la fourchette sur l'assiette. Donnez-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas vous faire traîner dehors et enterrer dans un champ de maïs. Mademoiselle Raldi, ai-je dit. Marie Raldi. Mademoiselle Raldi, expliquez la fourchette, a dit Julien, pointant un doigt tremblant. Regardez les dents près du col. Sophie a fait un bond. Elle est dingue. Elle est sale. Le service ici est immonde. Elle a tendu la main pour attraper la fourchette de Julien, essayant de la faire tomber de la table. J'ai été plus rapide. Des années à éviter les créanciers et à naviguer dans les cuisines bondées m'avaient donné des réflexes. J'ai repoussé la main de Sophie, un mouvement qui a fait haleter tout le restaurant, et j'ai saisi la fourchette moi-même. « Tu m'as touché !» a hurlé Sophie. « Julien, tu l'as, il m'a touché !» J'ai levé la fourchette à la lumière du lustre. « Monsieur Moreau, voyez-vous ce film gris, cette finition mate? C'est du ternissement. »« C'est de l'argent bon marché !» a crié Sophie. « C'est du Christophe Sterling !» ai-je rétorqué, ma voix gagnant en force. Ça ne ternit pas comme ça à moins d'être exposé à une forte concentration de soufre ou d'arsenic. Les yeux de Julien se sont rétrécis. Arsenic? Elle ment. Sophie hyperventilait maintenant. C'est une serveuse. Que sait-elle de la chimie? J'étais en 3e année de pré-médecine à l'Université Aix-Marseille avant de devoir abandonner, ai-je menti. Enfin, partiellement. J'étais en chimie pure, pas en pré-médecine, mais l'autorité du terme m'aidait. Et je connais ce modèle d'oxydation spécifique. J'ai attrapé mon verre d'eau, celui avec le quartier de citron, que je m'étais versé à la station de ce fils. Si c'est juste du ternissement, ai-je dit, regardant Julien dans les yeux, alors le jus de citron, l'acide citrique, le nettoiera légèrement. Mais si c'est une toxine à base de sulfure, l'acide accélérera la réaction et rendra l'argent noir instantanément. Le visage de Sophie est devenu pâle. « N'osez pas. » Julien a regardé sa fiancée, voyant la peur dans ses yeux. Puis il m'a regardé. « Faites-le, » a ordonné Julien. J'ai trempé les dents de la fourchette dans l'ail citronné. J'ai remué pendant 3 secondes. La pièce était si silencieuse qu'on entendait le trafic sur la canebière à l'extérieur. J'ai retiré la fourchette. Ce n'était plus de l'argent. Les dents étaient d'un noir de jet, recouvertes d'une boue épaisse et sombre là où le métal avait réagi violemment. L'odeur chimique les a frappées 1 seconde plus tard. Amande amère et pourriture. J'ai posé la fourchette noire sur la nappe blanche. Ça ressemblait à un os carbonisé. Il serait mort avant l'addition, ai-je chuchoté. Julien a fixé la fourchette noire. La réalisation l'a submergé. Il s'est lentement tourné vers Sophie. Sophie tremblait, reculait, serrant sa bague d'émeraude. Julien, non, elle a tout manigancé. C'est un tour de magie, c'est une sorcière. La bague, ai-je dit, mon adrénaline à son comble. Le poison est dans une cire soluble sous la monture de sa bague. Elle l'a transféré au manche de la fourchette et la gravité l'a fait descendre jusqu'aux dents. Julien s'est levé. Il n'a pas crié. Il n'a pas renversé la table. Il a simplement ajusté ses boutons de manchette. « Marc, » a dit Julien, sa voix était dénuée d'humanité. « Patron, verrouillez les portes. Personne ne sort. » Sophie s'est enfuie. Elle a enlevé ses talons et a sprinté vers les portes de la cuisine, mais elle n'a pas été assez rapide. Marc l'a interceptée, la saisissant par le bras. Elle a hurlé, un son sauvage et laid qui a brisé l'élégance de la cage dorée. « Lâchez-moi! Mon père va vous tuer! Je suis une Dufresne! » Julien s'est approché d'elle.
Il la dominait comme un dieu sombre. Il a tendu la main et a arraché la bague d'émeraude de son doigt. Il l'a levée à la lumière, inspectant le dessous. Il a vu le résidu. Il a regardé Sophie avec dégoût. « Ton père n'est pas le problème, Bella. C'est moi. » Il a fait un signe de tête à Marc. « Amenez-la à la voiture, dans le coffre. » « Non, Julien, s'il vous plaît. » C'est fait. Sophie a été traînée dehors, ses talons raclant le coûteux parquet, laissant des marques qui coûteraient des milliers à réparer. Le restaurant était d'un silence de mort. Tous les clients regardaient. Julien s'est retourné vers la table. Il a regardé le steak empoisonné. Il a regardé la fourchette noire. Enfin, il m'a regardé. Je me tenais là, tremblante maintenant que l'adrénaline s'estompait, serrant mon plateau contre ma poitrine comme un bouclier. Julien s'est approché de moi. Il était terrifiantement proche. Je pouvais sentir son eau de Cologne. Bois de santal et pluie froide. « Marie Raldi » a-t-il dit, testant le nom. « Oui, monsieur. Vous venez de me sauver la vie. Je ne voulais juste pas que vous mouriez pendant mon service, monsieur. La paperasse est terrible. » Un coin de la bouche de Julien a tressauté. Un sourire. « Donnez-moi votre main, » a-t-il commandé. J'ai hésité, puis j'ai tendu ma main, celle sur laquelle Sophie l'avait piétinée. Elle était contusionnée, violette et bleue sur les jointures. Julien a pris ma main dans la sienne. Sa prise était étonnamment douce, son pouce effleurant la contusion. Sa peau était chaude. « Elle vous a blessé, » a-t-il dit sombrement. « Ça va, » ai-je bégayé. « Ça ne va pas. » Il a relâché ma main et a fouillé dans la poche de sa veste. Il en a sorti une carte noire en métal lourd. « Je ne porte pas d'argent liquide. Mais ce restaurant, à qui appartient-il? » « Monsieur Pierre tient les comptes. Mais la propriété est une société holding. » Ai-je chuchoté, confuse. Pierre est apparu, suant à grosses gouttes. « Monsieur Moreau, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée. Je... » « Silence, » a dit Julien sans le regarder. Il a gardé ses yeux sur moi. « Vous êtes viré. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi? Vous êtes viré, » a répété Julien. « Vous êtes trop intelligente pour servir des steaks à des idiots. » « Mais j'ai besoin de ce travail, ai-je dit, les larmes me brûlant les yeux. « Vous ne comprenez pas. J'ai des dettes. »« Plus maintenant, » a dit Julien. Il s'est tourné vers Pierre. « J'achète l'immeuble. À partir de cette seconde, je possède la cage dorée. » La mâchoire de Pierre est tombée. « Monsieur, et mon premier acte en tant que propriétaire, » a dit Julien se retournant vers moi, « est de vous promouvoir. »« À quoi? » ai-je demandé, essoufflé. Julien s'est penché, ses yeux bleus perçant mon âme, ma goûteuse personnelle et ma consultante. « Je ne veux pas faire partie de votre monde, monsieur Moreau, » ai-je dit, trouvant un courage que je ne savais pas posséder. « Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous faites. » Julien a souri alors. C'était un vrai sourire, dangereux et charmant. « Vous venez de sauver le capot de la pègre de Marseille en utilisant de la chimie de lycée et qu'une fourchette à salade. Marie, vous faites déjà partie de mon monde. » Il s'est retourné pour s'éloigner, puis s'est arrêté. « Soyez dehors dans 5 minutes. Marc vous ramènera chez vous. Préparez un sac. »« Un sac, » ai-je appelé. « Vous êtes une cible maintenant, Marie, » a dit Julien par-dessus son épaule. « La famille Dufresne voudra savoir qui a ruiné leur coup. Vous venez avec moi. » Et sur ce, il est sorti sous la pluie. Je suis resté debout au centre du restaurant silencieux, la fourchette noire toujours posée sur la table comme un artefact maudit. Le trajet jusqu'à la propriété de Julien a été un flou de vitres striées par la pluie et de silence suffocant. J'étais assise aussi loin de Julien que l'intérieur en cuir du SUV blindé le permettait, serrant ma main contusionnée. « Vous me kidnappez, » ai-je dit, ma voix petite mais ferme. J'ai fixé l'arrière de la tête de Marc au siège du conducteur. Julien n'a pas levé les yeux de son téléphone. La lumière bleue éclairait les angles vifs de son visage, le faisant ressembler plus à une statue qu'à un homme.
Je sécurise un atout. Il y a une différence. J'ai une vie, j'ai un chat, j'ai un loyer à payer mardi. Votre loyer est payé pour le prochain siècle, a dit Julien platement. Et je ferai venir quelqu'un pour le chat. Comment s'appelle-t-il? Monsieur Moustache, ai-je marmonné. Puis je me suis senti immédiatement ridicule. Écoutez, Monsieur Moreau, j'apprécie l'offre d'emploi, mais... Vraiment, mais je ne peux pas être impliqué dans une guerre de la mafia. Je suis juste une serveuse qui a fait attention en cours de chimie. Julien s'est enfin tourné vers moi. L'intensité de son regard a rendu l'air de la voiture plus rare. Vous pensez que Sophie Thériault vous laissera vivre? A-t-il demandé, sa voix basse et dénuée de pitié. Vous l'avez humiliée. Vous l'avez exposé comme une assassin incompétente devant son faïencé et ses gardes du corps. La famille Dufresne, sa famille, opère sur la fierté, le sang pour le sang. Si je vous laisse sortir de cette voiture, vous serez morte dans l'heure. Une agression qui a mal tourné dans une ruelle. J'ai dégluti difficilement. Je savais qu'il avait raison. Les Dufresne étaient légendaires pour leur brutalité. Alors quoi? Je vis juste avec vous maintenant? Pour l'instant, a dit Julien, jusqu'à ce que je les démantèle. La voiture a quitté l'autoroute et a commencé à grimper une route privée sinueuse le long de la falaise, surplombant la Méditerranée. Au sommet se tenait une structure d'acier et de verre qui ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse. La forteresse de verre l'appelait les journaux. Alors qu'il pénétrait dans le garage souterrain, une équipe d'hommes armés a envahi le véhicule. J'ai sursauté. « Détendez-vous », a dit Julien, ouvrant sa portière. « Ils travaillent pour moi. Restez prêts. » Il m'a conduite dans un ascenseur qui a monté 50 étages en quelques secondes. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai haleté. Le penthouse était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la mer déchaînée et la ville scintillante. C'était magnifique, froid et absolument terrifiant. Marc accompagne mademoiselle Raldi à la suite invitée de l'Éleste, a commandé Julien, retirant sa veste de costume mouillée, et apporte la trousse de premier secours. Je peux me bander seul, ai-je dit rapidement. Julien s'est arrêté. Il s'est approché de moi en piétant sur mon espace jusqu'à ce que je doive incliner la tête en arrière pour le regarder. Il a tendu la main et a repris ma main blessée. L'hématome avait viré à un vilain violet. « Vous avez été blessé en me protégeant », a dit Julien. Son pouce a effleuré mes jointures, envoyant une décharge électrique le long de mon bras qui n'avait rien à voir avec la douleur. Dans mon monde, la loyauté est la seule monnaie qui compte. Vous avez montré de la loyauté envers un étranger. Cela vous rend rare. Il m'a conduite non pas à la chambre d'amis, mais à la cuisine, une cuisine plus grande que tout mon appartement. Il m'a assise sur un tabouret de lilas en marbre. Glace, a-t-il ordonné à Marc, qui était apparu avec une trousse. Pendant les 10 minutes suivantes, l'homme le plus craint de Marseille a joué les infirmiers. Il a pansé ma main avec une efficacité professionnelle. Je l'ai observé, hypnotisé. Il avait tué des hommes. Je le savais, mais ses mains étaient fermes et douces. « Pourquoi ne l'avez-vous pas épousée » ai-je demandé doucement. Avant ce soir, vous saviez qu'elle était folle. Julien a fixé le bandage avec du sparadrap. C'était une fusion. Son père, Salvador Dufresne, contrôle les docks. Je contrôle les syndicats et l'immobilier. Ensemble, nous aurions possédé tout le Sud-Est. Le mariage était un mal nécessaire. Et maintenant, Julien a levé les yeux, ses yeux froids. Maintenant, la fusion est annulée et Salvador prendra cela comme une déclaration de guerre. Il a terminé le bandage. Allez dormir, Marie. Demain, vous gagnerez votre place. On m'a conduite à une chambre qui coûtait plus que toutes les économies de mon père réunies. J'ai verrouillé la porte, poussé une lourde commode devant et me suis recroquevillé sur le lit. Je n'ai pas dormi. J'ai regardé la pluie frapper le verre, me demandant si je n'avais pas simplement échangé une mort rapide contre une mort lente. Je me suis réveillé à l'odeur d'espresso et au son de cris. Je me suis extirpé des draps de coton égyptien.
J'ai enfilé la robe de soie qu'on m'avait laissée et j'ai rampé dans le couloir. Les cris venaient de l'atrium principal. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la balustrade. Julien se tenait au centre de la pièce, torse nu, en sueur, frappant un sac de frappe lourd. Thud, thud, crack. Chaque coup de poing ressemblait à un coup de feu. Son dos était une carte de cicatrices, coups de couteau, éraflures de balles, vieille bataille. Marc se tenait à proximité, tenant une tablette. Patron, Salvador est en train de brûler nos entrepôts dans le quartier de la Joliette. Il dit que c'est une rétribution pour l'enlèvement de sa fille. Julien a arrêté le sac d'une main. Enlèvement, je l'ai renvoyée chez elle dans un coffre. Elle va très bien. Il retourne la narration, a dit Mark. Il dit aux autres familles que vous avez rompu la trêve. Il met une prime sur vous et sur la fille. Julien a attrapé une serviette et s'est essuyé le visage. Il a levé les yeux et m'a vu regarder depuis le balcon. Il n'avait pas l'air embarrassé, il avait l'air calculateur. « Descendez, Marie », a-t-il appelé. J'ai resserré ma robe et j'ai descendu l'escalier flottant. « Bonjour. »« Vraiment ?» Julien a jeté la serviette. « Venez au bureau, nous avons du travail. » Le bureau était un mur de moniteurs. Sur les écrans, des flux en direct de la ville, des comptes bancaires, des itinéraires maritimes. « Vous avez dit que vous étiez en chimie, » a dit Julien, assis derrière un énorme bureau en ébène. « Mais vous connaissez les antiquités. Vous connaissez l'étiquette. Vous savez lire une pièce. Pourquoi une fille avec vos compétences sert-elle des tables à la cage dorée? » J'ai hésité. Mon père n'était pas doué avec l'argent. « Arthur Dubois, » a dit Julien, affichant un dossier sur l'écran. « Antiquaire, joueur, décédé il y a 3 ans d'une crise cardiaque. Vous a laissé une dette de 250 000 €. J'ai eu froid. Comment savez-vous ça? Je sais tout, a dit Julien. Mais voici la partie intéressante, Marie. Qui détenait la dette de votre père? Des requins de l'usure. Je leur verse 2 000 € par mois juste pour maintenir les intérêts à flot. Julien a tapé sur une touche. Une photo d'un homme est apparue à l'écran. Un homme au cou épais et au sourire cruel. Louis Berger, a dit Julien, un lieutenant de la famille Dufresne. Vous payez le père de Sophie depuis 3 ans. J'ai senti la pièce tourner. Quoi? Les Dufresne ont saigné votre père à blanc, l'ont conduit à sa tombe et maintenant ils vous saignent vous. Vous êtes une esclave des gens qui ont essayé de m'empoisonner hier soir. J'ai agrippé le bord du bureau. La colère qui a éclaté dans ma poitrine était chaude et aveuglante. Tous ces services, tous ces repas sautés, toutes ces humiliations, tout allait au même monstre. Je veux qu'il soit mort, et je chuchotai. Ce n'était plus une serveuse qui parlait. Julien s'est penché en avant. Bien, parce que j'ai racheté votre dette ce matin. J'ai cligné des yeux. Vous l'avez payé. Chaque centime, vous ne leur devez plus rien. Vous me devez. Julien s'est levé et a contourné le bureau. Mais je ne veux pas de votre argent, Marie. Je veux vos yeux. Mes yeux. Vous avez vu le ternissement sur la fourchette alors que moi non, a dit Julien avec insistance. Vous avez remarqué la nervosité de Sophie alors que mes gardes entraînés non. Vous avez un œil pour le détail qui manque à mes hommes. Ils voient des armes et des muscles. Vous voyez la chimie et la psychologie. Il a montré une pile de dossiers sur la table. Les Dufresne font passer en contrebande quelque chose à travers ma ville. Ils utilisent les pourparlers de fusion comme couverture pour déplacer une cargaison qui vaut des milliards. Je ne sais pas ce que c'est et je ne sais pas comment ils le déplacent. Si je peux le trouver et l'exposer, je peux détruire Salvador sans tirer un seul coup de feu. Je veux que vous parcouriez leurs documents, que vous trouviez l'anomalie, que vous trouviez la fourchette ternie dans leur manifeste d'expédition. J'ai regardé les dossiers. C'était une montagne de paperasse, de factures, de connaissements, de rapports chimiques. Et si je le trouve, ai-je demandé, alors votre dette envers moi est effacée et je vous donne 1 million d'euros pour commencer une nouvelle vie n'importe où dans le monde.
J'ai regardé les dossiers, puis Julien. Marché conclu. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Parfois, la nuit, quand le silence de la forteresse de verre était trop lourd et que je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je pensais à mon père, Arthur, à la façon dont il me disait toujours, avec un clin d'œil, « Ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau pour être vrai, ma fille. » Il parlait des colporteurs du marché aux puces, des affaires trop alléchantes. Mais maintenant, je le comprenais autrement. Ce monde de luxe, les promesses, les millions, tout semblait trop beau, trop parfait, et la perfection, je l'avais appris, n'existait pas. Elle cachait toujours une fissure, une tache de ternissement, une fourchette noire. C'était une leçon que mon père n'avait jamais vraiment maîtrisée et qui lui avait coûté cher. Moi, je devais apprendre plus vite. Pendant les 72 heures suivantes, le penthouse au sommet de la forteresse de verre est devenu une cage d'or et de silence. Dehors, Marseille était battue par une tempête incessante qui transformait l'horizon en une traînée grise. À l'intérieur, Marie Raldi disséquait l'empire criminel de la famille Dufresne, feuille par feuille. J'avais transformé la paroi vitrée du sol au plafond du bureau en une carte mentale chaotique. À l'aide de marqueurs effaçables à sec, j'avais dessiné des chronologies, connecté des itinéraires maritimes et encerclé des formules chimiques qui ne correspondaient pas. Je vivais d'espresso et de l'adrénaline de la survie, mes cheveux noués en un chignon désordonné, vêtu de l'une des chemises blanches impeccables de Julien qui engloutissait ma petite silhouette. Julien Moreau me regardait. Il passait la plupart de son temps à arpenter le périmètre de la pièce comme un tigre en cage, répondant aux appels de ses lieutenants, ordonnant des contre-attaques sur les territoires du Fresne. Mais ses yeux revenaient toujours vers moi. Il était habitué aux femmes qui voulaient son argent, son pouvoir ou son corps. Il n'était pas habitué à une femme qui l'ignorait complètement pour calculer la densité spécifique des importations liquides. C'était 3 heures pour du matin de la 3e nuit quand la percée s'est produite. Le penthouse était sombre, éclairé seulement par les éclairs au-dessus de la mer Méditerranée. Je fixais un manifeste d'il y a un mois, mâchant le bout d'un marqueur. C'est un mensonge, ai-je chuchoté. Julien, qui nettoyait un Sig Sauer PE20 personnalisé sur le canapé en cuir, et levé les yeux instantanément. L'huile d'olive, ai-je dit, ma voix gagnant en force. J'ai tapé fort sur la paroi vitrée. Venez voir ça. Julien a rangé son arme et s'est approché, se tenant près derrière moi. La chaleur émanant de lui était distrayante, mais je me suis forcé à me concentrer sur les chiffres. Les Dufresne affirment que ce conteneur ID 84 est plein d'huile d'olive extra vierge de Naples, ai-je expliqué, encerclant la déclaration de poids. Mais regardez les relevés thermiques exigés par l'assurance maritime. Le conteneur a été maintenu à exactement 4 degrés pendant tout le voyage de 3 semaines. Peut-être qu'ils aiment leur huile froide, a dit Julien, sa voix un grondement sourd près de mon oreille. Non, ai-je dit, en me tournant vers lui, les yeux brillants d'excitation. L'huile d'olive se solidifie et devient trouble à cette température. Ça ruine la texture. Aucun distributeur ne l'expédierait si froid. Mais 4 degrés, c'est la norme universelle de conservation pour le matériel organique biologique. Les organes, le plasma sanguin, les cellules souches. L'expression de Julien s'est assombrie, la curiosité joueuse disparaissant instantanément. Des produits biologiques. J'ai croisé l'adresse du destinataire, ai-je continué, saisissant une pile de papier imprimé. Essipius Logistique. Ça ressemble à un fournisseur médical. Mais regardez leur déclaration fiscale. C'est une société écran enregistrée au Caïman sans licence médicale. Ils n'importent pas d'huile, Julien. Ils font passer en contrebande des tissus humains. C'est une ferme d'organes au marché noir. Julien m'a pris les papiers des mains, sa mâchoire se crispant. Salvador Dufresne est de la vieille école. Jeu, prêt, syndicat. Mais ça, c'est de la récolte.
S'il déplace des produits biologiques sans licence sur le territoire de la Commission, il ne viole pas seulement la loi. Il viole le code. Les autres familles l'exécuteraient pour avoir attiré ce genre de chaleur fédérale sur l'organisation. Il y a autre chose, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. J'étais malade de le dire. J'ai trouvé la raison pour laquelle Sophie a choisi la cage dorée pour le dîner. J'ai levé le dernier document. C'était un formulaire de dédouanement tamponné et signé. La signature, ai-je souligné. Ce n'est pas un douanier. C'est une signature par procuration autorisée pour un agent de liaison locale de confiance. Julien a regardé le nom écrit. P. Dubois. Le silence dans la pièce était assourdissant. Pierre a soufflé Julien, la trahison le frappant comme un coup physique. Mon directeur de restaurant, l'homme qui a versé mon vin pendant 10 ans. Il ne faisait pas que gérer la salle, ai-je réalisé, l'horreur m'envahissant. Le restaurant est à 3 pâtés de maison de l'autorité portuaire. C'était un lieu de dépôt. Pierre a signé les envois des Dufresne, enterrant les journaux thermiques pour que personne ne pose de questions. C'est leur portier. Et c'est, a dit Julien, ses yeux devenant des blocs de glace. Pourquoi Sophie a essayé de me tuer au dîner? Elle ne faisait pas juste son show. Elle était là pour récupérer les manifestes de Pierre. J'étais juste un détail gênant à régler. Julien a attrapé son téléphone, son pouce planant au-dessus du numéro de Marc. Je vais le dépouiller vivant. Ding! Le son n'est pas venu de son téléphone. Il venait de l'ascenseur privé dans le foyer. Celui qui nécessitait un scan rétinien et un code à 6 chiffres pour y accéder. Julien s'est figé. Il a regardé l'indicateur de l'ascenseur. Les chiffres montaient. 48, 49, 50. Marie, a dit Julien, sa voix terrifiantement calme. Mettez-vous derrière le bureau. Qui est-ce? Ai-je demandé, reculant. Marc. Marc aurait radiographié, a dit Julien, hommant son âme. Pierre n'a pas seulement signé des papiers. Je lui ai donné des codes d'accès d'urgence au bâtiment quand j'ai acheté l'acte il y a 3 jours. Il vient de les laisser entrer. Les portes de l'ascenseur ne se sont pas ouvertes. Elles ont explosé. Une charge creuse de C4 a soufflé les portes d'acier de leur gonds, envoyant une onde de choc de chaleur et de shrapnel déchirer le penthouse. L'explosion a projeté Julien en arrière, par-dessus le canapé. J'ai hurlé alors que les fenêtres du sol au plafond se brisaient, faisant pleuvoir des millions de diamants de verre de sécurité sur le sol en marbre. Le vent et la pluie de la tempête extérieure ont hurlé instantanément dans la pièce, tourbillonnant les papiers sur lesquels j'avais travaillé en un cyclone chaotique. « Dégagez à gauche, dégagez à droite », ont crié des voix dans la fumée. Des hommes en tenue tactique noire, portant des masques à gaz, ont envahi la cage d'ascenseur en feu. « Julien !» ai-je hurlé, rampant à travers les éclats de verre. Julien s'est remis sur ses pieds, du sang coulant d'une coupure sur son front. Il a tiré 3 coups à l'aveuglette dans la fumée. Un attaquant est tombé, mais le tir de suppression a forcé Julien à plonger derrière le lourd bureau en chaîne où j'étais recroquevillé. Des balles mâchaient le bois au-dessus de nos têtes, faisant pleuvoir des éclats sur nous. « Nous sommes coincés !» a hurlé Julien par-dessus le rugissement des tirs automatiques. L'entrée de la pièce sécurisée est de l'autre côté de la pièce. Nous ne pouvons pas y arriver. « Ils vont nous flanquer !» ai-je hurlé, agrippant son bras. Je tremblais, mais mon esprit était toujours en pleine course, analysant, calculant. « Il me reste un chargeur », a grogné Julien. « Je peux en abattre 2, peut-être 3, mais ils sont au moins 6. » Une grenade a roulé sur le sol, s'arrêtant à 3 mètres. C'était une flashbang. La lumière blanche était aveuglante, suivie d'un sifflement aigu dans nos oreilles. Julien a gémi, secouant la tête pour dissiper la désorientation. Les pas se rapprochaient, des bottes lourdes craquant sur le verre. J'ai regardé autour de moi désespérément. Il me fallait une arme, il me fallait une réaction. Mes yeux se sont posés sur le bord intégré à la bibliothèque derrière nous. Spécifiquement, une bouteille d'absinthe à forte teneur en alcool et un morceau de silex décoratif, dentelé, utilisé comme presse-papier.
J'ai attrapé la bouteille. Julien, couvrez vos yeux. Quoi? Le feu? Non! Ai-je hurlé. Je n'avais pas de chiffon. Je n'avais pas le temps pour une mèche. Je comptais sur la pure chimie volatile. J'ai brisé le col de la bouteille contre le bureau, éclaboussant le liquide fortement alcoolisé sur le tapis et les bottes du tireur qui approchait. Puis j'ai attrapé le lourd briquet en silex du bureau et je l'ai lancé dans la flaque. Whoosh! L'absinthe s'est enflammée avec un rugissement violent, bleu et orange. Le feu s'est propagé instantanément à travers l'alcool répandu, créant un mur de flammes entre nous et les assaillants. L'un des tireurs a crié alors que le feu atteignait son gilet tactique. L'escouade a reculé en désordre, sa formation brisée par l'inferno soudain. « Maintenant !» a rugi Julien. Il s'est levé de derrière le bureau, tirant à travers les flammes. Avec les attaquants distraits et aveuglés par le feu, Julien était mortel. Bang! 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 3 coups, 3 corps tombant au sol. Il m'a attrapé la main, me tirant. Aux escaliers de service. Nous avons sprinté à travers la pièce, glissant sur le verre et les papiers mouillés. Le système d'extinction d'incendie s'est enfin déclenché, nous inondant d'eau glacée, transformant la pièce en un paysage brumeux et infernal de vapeur et de fumée. Nous avons atteint la lourde porte en acier de la cage d'escalier. Julien a composé un code et m'a poussé à travers, la claquant et la verrouillant derrière nous. Il s'est effondré contre la porte, glissant au sol, la poitrine haletante. Il m'a regardé. J'étais trempé, saignant de petites coupures sur les bras, tenant d'un col de bouteille cassé comme un poignard. J'avais l'air terrifiante. J'avais l'air magnifique. Julien a commencé à rire. C'était un rire sombre et irrégulier. Vous avez mis le feu à mon bureau. J'ai créé une barrière thermique, ai-je haleté, laissant tomber le verre. C'était la seule variable que je pouvais contrôler. Julien a tendu la main, attrapant ma nuque et me tirant vers lui. Il m'a embrassé durement, une collision d'adrénaline et de soulagement. Je ne me suis pas débattu. J'ai agrippé sa chemise mouillée, l'embrassant avec la même intensité. « Vous êtes absolument folle, Marie Raldi », a-t-il chuchoté contre mes lèvres. « J'ai appris des meilleurs », ai-je rétorqué, essoufflé. Un grésillement de statique a brisé le moment. L'un des mercenaires morts avait une radio sur la poitrine. Julien s'est penché et l'a arraché du corps. « Statut de la cible ?» a demandé une voix. C'était une voix de femme, cultivée, cruelle et unmistakable. Julien a appuyé sur le bouton pour parler, ses yeux fixés sur les miens. « La cible vient pour toi, Bella », a dit Julien, sa voix basse et mortelle. Et j'amène la serveuse. Il a écrasé la radio dans sa main d'acier. « Elle est au dock », ai-je dit, essuyant l'eau de mes yeux. « Elle veut de la cargaison. Si elle fait sortir ses produits biologiques de la ville, elle disparaît avec l'argent et vous laisse la faute. » Julien s'est levé, me tirant avec lui. Il a vérifié son arme. Vide. Il a sorti un nouveau chargeur de son holster de cheville. « Alors nous ne la laisserons pas partir », a dit Julien. « Nous allons au dock. Nous trouvons ce conteneur et nous en finissons. Les docks sont un labyrinthe, ai-je averti, et c'est leur terrain. » Julien a ouvert la porte de l'escalier, nous entraînant dans l'obscurité. « Peu importe, ils ont des armes. Mais j'ai vous, et apparemment, vous êtes plus dangereuse qu'une équipe de déminage. Seulement quand le service est mauvais, ai-je plaisanté, bien que mes mains tremblaient. Ensemble, nous sommes descendus dans l'obscurité, prêts à marcher droit au cœur du bastion ennemi. Pierre n'était pas né pour ça. Il était né pour le velours, le service, les tables lustrées et le tintement des couverts en argent. Mais la cage dorée, ce n'était plus son restaurant. Il le savait bien. Depuis des années, il n'était qu'un pion, d'abord pour la famille Moreau, maintenant pour les Dufresne. Et Sophie, elle était bien pire que Julien, d'une cruauté sèche qui le terrifiait. Quand elle lui avait dit de se joindre à elle au dock,
avec cette mallette pleine d'argent sale et de passeports falsifiés, il avait compris. C'était la fin. Il lui avait dit qu'il se sentait malade, mais elle avait ri d'un rire glaçant. « Ne me déçois pas, Pierre. Mon père n'aime pas les lâches. » Il avait couru dans la nuit pluvieuse, les flaques d'eau frappant ses chaussures de ville, serrant la mallette comme son unique salut. Il avait vu la conteneur, les lumières de la voiture de Sophie. C'était le moment de fuir. Puis Julien était apparu avec cette fille, Marie, la serveuse. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Il avait entendu Julien crier son nom, ignorant des menaces de Sophie. « Pierre, » avait appelé Julien, « vous m'avez trahi pour elle. Elle va vous tuer à l'instant où vous lui remettrez cette mallette. » Pierre avait sursauté. Il avait regardé Sophie, nerveusement. « Mademoiselle Thériault, la corde était... »« Tais-toi, vers sans colonne vertébrale » avait claqué Sophie. C'était ça. Julien avait raison. Il l'avait toujours été. Il était fini. Il avait vu Julien botter un baril, Marc arriver en voiture. Des coupes de feu avaient éclaté. Le bruit était sourdissant. Il s'était jeté à terre, la maillette serrée contre lui. Il voulait juste disparaître, fondre dans la boue. Il avait vu Sophie le regarder, ce même regard qu'elle avait eu pour le sommelier, celui qui vous réduisait à néant. Il avait essayé de se relever, de courir, de fuir. Il n'avait même pas senti la balle qui l'avait frappé dans le dos. Il était tombé face contre terre dans une flaque d'eau, la mallette s'ouvrant, l'argent et les passeports se dispersant sous la pluie. Le sol était froid, humide. Le son des balles s'était éloigné, il n'y avait plus que l'eau et les lumières qui tournaient. Les docks de Marseille à 2 heures du matin étaient un paysage désolé d'acier rouillé et d'ombre profonde, sentant le diesel et le poisson pourri. La tempête avait transformé le chantier naval en un labyrinthe bouilleux. La berline blindée de Julien, conduite maintenant par un Marc au visage sombre, dérivait silencieusement entre des piles imposantes de conteneurs. Nous cherchons la section G, rangée 4, ai-je dit, mes yeux rivés sur le manifeste volé sur le téléphone de Julien. La lumière bleue éclairait mon visage, taché de suie de l'incendie du penthouse. Conteneur numéro MSCU 234. C'est l'unité réfrigérée principale. Julien a vérifié le chargeur de son pistolet frais. Vous êtes sûr que c'est celui-là? La signature chimique correspond à la consommation électrique. Ai-je dit, tapotant l'écran. Il consomme 3 fois plus d'énergie qu'une unité frigorifique standard. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, ça doit être maintenu très, très froid. « Garez-vous ici », a dit Julien à Marc. Nous étions à 50 mètres de la rangée 4. La pluie tombait plus fort maintenant, piquant nos visages alors que nous sortions de la voiture. Julien se déplaçait avec la létalité silencieuse d'un prédateur, me faisant signe de rester près derrière lui. Nous avons serpenté à travers les canyons de métal. Nous avons trouvé la rangée 4. Un générateur ronronnait bruyamment à proximité, alimentant une ligne de conteneurs blancs réfrigérés. « C'est ça », ai-je chuchoté, montrant le conteneur au bout. Le numéro de série correspondait. Julien a approché le lourd mécanisme de verrouillage. Il est scellé avec un verrou biométrique. Technologie Dufresne. « Laissez-moi voir », ai-je dit, le dépassant. J'ai examiné le cadenas numérique. Ce n'est pas seulement biométrique. Il a un renifleur chimique redondant. Si j'essaie de le percer, il libère un gaz corrosif. « Pouvez-vous le contourner ?» a demandé Julien, scannant le périmètre. J'ai mordu ma lèvre, mon esprit remontant le temps vers les laboratoires de chimie organique. Les renifleurs sont généralement calibrés pour détecter les nitrates d'explosifs ou la chaleur des torches. Si j'utilise quelque chose de super refroidi, je pourrais peut-être geler le capteur avant qu'il ne se déclenche. J'ai regardé autour de moi désespérément. Mes yeux sont tombés sur une petite vanne de drainage au bas de l'unité de réfrigération elle-même. « Donnez-moi votre couteau », ai-je exigé. Julien m'a tendu un couteau de combat sans hésitation. Je me suis agenouillé dans la boue.
J'ai utilisé la pointe du couteau pour desserrer la vanne sur la ligne de refroidissement du conteneur. Un sifflement de gaz pressurisé s'est échappé. Azote liquide et ammoniac réfrigérant. « Attention !» a averti Julien. « Ça va vous brûler la peau. » Utilisant la manche de la chemise trop grande de Julien comme protection, j'ai dirigé le jet de gaz gelé directement sur le verrou biométrique. Le métal a gémi et est devenu blanc givré. L'écran numérique a clignoté et s'est éteint. J'ai brisé le verrou gelé avec le pommeau du couteau. Il s'est brisé comme du verre. Julien a tiré le levier lourd et a ouvert les portes. Un nuage de brouillard gelé s'est échappé. Quand il s'est dissipé, nous avons vu l'intérieur. Ce n'était pas de l'huile d'olive. Ça ressemblait à un laboratoire mobile de haute technologie. Des rangées de réservoirs en acier inoxydable avec des hublots en verre tapissaient les murs, tous bouillonnant d'un liquide bleu translucide. À l'intérieur du liquide, suspendus en stase, se trouvaient des dizaines de formes indéniables. Des formes humaines, des fœtus. J'ai plaqué ma main sur ma bouche, le cœur soulevé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? » Julien est entré, son visage un masque de pure fureur. Il a regardé un presse-papier accroché près de la porte. « Récolte illégale de cellules souches », a craché Julien. Ils ne font pas que passer en contrebande des produits biologiques. Ils gèrent une ferme au marché noir. Vendre des tissus récoltés à des laboratoires de recherche sans licence à l'étranger. C'est répugnant même pour Salvador. Si la commission découvre ça, ai-je chuchoté, horrifié, ils ne le tueront pas seulement, ils effaceront toute sa lignée. Exactement, a dit Julien froidement. Nous n'avons pas besoin de le faire sauter. Nous avons juste besoin d'ouvrir les portes et de laisser la ville le voir. Clic. Des projecteurs puissants ont soudain inondé l'allée d'une lumière blanche aveuglante. Un noble sentiment, Julien. La voix de Sophie a résonné à travers le canyon métallique. Mais je crains que la visite ne soit terminée. Julien et moi nous sommes retournés. Debout au bout de la rangée, flanquée de 6 gardes armés, se tenait Sophie. Elle portait un trench coat blanc, immaculé malgré le temps, tenant un revolver de gros calibre. À côté d'elle se tenait Pierre, l'air terrifié et tenant d'une mallette. « Ou vous êtes un homme difficile à tuer, chérie. » Sophie a souri, mais ses yeux étaient maniaques. « Vous êtes négligente, Bella, » a dit Julien, s'avançant devant moi. « Un poison, une attaque frontale sur ma maison. Vous êtes désespérée. »« J'ai gagné !» a hurlé Sophie, sa contenance craquant. « J'ai pris votre territoire. J'ai la cargaison. »« Vous n'avez rien, » a répondu Julien calmement. « Vous êtes devant des preuves qui feront exécuter votre père par ses propres alliés. Vous pensez que les autres familles veulent ce genre de problème. Trafic d'expérimentation humaine. » Sophie a ri, un son strident qui a frotté contre des conteneurs métalliques. « Qui va le leur dire? Vous? La serveuse? » Elle a pointé son arme sur moi. « Vous avez tout ruiné, petit assisté. Vous auriez dû juste servir ce maudit steak. » Julien a ignoré Sophie. « Marie, a-t-il murmuré, bougeant à peine ses lèvres. Quand les tirs commenceront, laissez-vous tomber et roulez sous le conteneur. »« Quoi? » ai-je chuchoté. « Maintenant, a rugi Julien. Il n'a pas dégainé son arme. Au lieu de cela, il a donné un coup de pied à un fût métallique près de nous. Il était rempli d'eau de pluie et de résidus d'huile. Il a volé vers les hommes de Sophie. Alors que les gardes esquivaient instinctivement, Julien a dégainé son arme et a tiré 3 coups rapides. 2 gardes sont tombés. Sophie a hurlé et a tiré sauvagement. Une balle a sifflé à l'oreille de Julien, étincelant contre le conteneur métallique. Je me suis laissé tomber dans la boue et j'ai roulé sous le châssis de l'unité réfrigérée juste au moment où les balles commençaient à mâcher le sol où je m'étais tenu. Le bruit était assourdissant dans l'espace confiné. Au-dessus de moi, Julien était un tourbillon de violence. Il se déplaçait de couverture en couverture, ripostant avec une précision calculée. Marc était arrivé avec la voiture, l'utilisant comme bouclier, ajoutant sa propre puissance de feu au mélange.
mais nous étions en infériorité numérique. Je gisais dans la boue, regardant les bottes des combattants éclabousser autour de moi. J'ai vu Pierre essayer de courir. Sophie lui a tiré dans le dos sans hésitation. Il est tombé face contre terre dans une flaque, la mallette s'ouvrant, l'argent et les passeports éparpillés sous la pluie. Sophie avançait sur Julien, ses gardes le clouant derrière une caisse. Je savais que Julien allait mourir. Je ne pouvais pas juste rester là. Il me fallait une arme. J'ai levé les yeux vers le dessous du conteneur réfrigéré. Les conduites de refroidissement, celles que j'avais utilisées pour geler le verrou. Elles étaient juste au-dessus de ma tête. L'ammoniac est hautement inflammable sous certaines conditions, surtout lorsqu'il est mélangé à l'air et à une étincelle. J'ai rampé sur le ventre vers l'unité du générateur qui alimentait le conteneur. Il rugissait, chaud et étincelant à cause de la pluie. J'ai attrapé le tuyau de refroidissement épais en caoutchouc reliant le générateur au conteneur. J'ai tiré de toutes mes forces, mais il était renforcé. Il me fallait quelque chose de tranchant. J'ai vu le couteau de combat de Julien gisant dans la boue là où je l'avais laissé tomber. J'ai glissé, l'ai attrapé et je suis revenu vers le générateur. « Hé, princesse !» ai-je hurlé dessous le conteneur. Les tirs se sont arrêtés une seconde. Sophie a regardé autour d'elle, confuse. J'ai enfoncé le couteau dans la conduite de refroidissement sous pression juste à côté du moteur du générateur étincelant. Un geyser massif d'ammoniac et d'azote pressurisé a éclaté, giclant directement sur le bloc moteur chaud et exposé du générateur. La réaction a été instantanée. Kaboum! Une énorme boule de feu a englouti le bout de l'allée. La force de l'explosion a soulevé le conteneur de plusieurs tonnes de quelques centimètres du sol. Je me suis recroquevillé en boule dans la boue, protégeant ma tête alors que la chaleur me brûlait le dos et que des éclats volaient au-dessus de moi. Quand le sifflement dans mes oreilles s'est estompé, il y a eu un silence. Hormis le crépitement des flammes, j'ai rampé dessous le conteneur, toussant. L'explosion avait mis tout le monde à terre. Les gardes restants de Sophie gémissaient au sol, brûlés ou étourdis. Julien se levait, secouant des débris de son costume ruiné. Il m'a regardé, les yeux écarquillés d'incrédulité, et quelque chose d'autre, un profond respect. « Vous venez de faire exploser un autre de mes biens ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. Techniquement, celui-ci appartenait aux Dufresne, ai-je toussé, essuyant la boue de mes yeux. Nous avons regardé là où Sophie se tenait. Elle gisait près du bord des docks, son manteau blanc brûlé. Elle essayait de ramper vers son arme tombée. Julien s'est approché et a donné un coup de filet d'alarme dans l'eau sombre du port. Sophie l'a regardé, le visage strié de suie et de haine. « Fais-le, Julien. Tue-moi. Sois le monstre que tout le monde dit que tu es. » Julien l'a regardé. La rage avait disparu de son visage, remplacé par une indifférence glaciale. « Te tuer est trop facile, Bella, » a dit Julien, « et c'est mauvais pour les affaires. » Il a sorti son téléphone. Il avait survécu à l'explosion. Il a pris une photo du conteneur ouvert avec son contenu macabre et une autre photo de Sophie allongée à côté. « J'envoie ça à la commission, » a dit Julien. « Ils s'occuperont de vous et de votre père. D'ici le matin, le nom Dufresne sera effacé des livres d'histoire. Vous ne serez pas morte, Sophie. Vous serez dépersonnalisée. Plus d'argent, plus d'alliés, nulle part d'où fuir. » Sophie a hurlé, un son de pur désespoir alors que la réalité de son destin s'installait. C'était un destin bien pire qu'une balle dans la tête. Des sirènes hurlaient au loin, la police enfin alertée par l'explosion. « Il faut partir, » a dit Julien, me tendant la main. J'ai regardé sa main. La main d'un tueur, oui, mais aussi la main qui avait pansé la mienne. La main qui m'avait sorti d'une vie de dette et de peur. Je l'ai prise. Nous nous sommes éloignés de l'épave en flammes, laissant les sirènes et la femme hurlante derrière nous, disparaissant dans les ombres trempées de pluie de la ville que Julien Moreau dirigeait désormais vraiment.
Les jours qui ont suivi la fin des Dufresne ont été étranges. Les journaux parlaient d'explosions mystérieuses sur les docks et de la découverte d'un trafic humain abominable. Salvador Dufresne avait été retrouvé mort chez lui. Une crise cardiaque, selon les rapports officiels. Sophie, elle, avait tout simplement disparu. Un vide qui donnait de la chair de poule. Et moi, Marie Raldi, je n'étais jamais retourné servir des tables. Je n'avais pas non plus pris le 1 000 000 d'euros et j'étais parti. J'étais là, dans le bureau nouvellement rénové du penthouse, à contempler Marseille. La vitre avait été réparée. Un nouveau bureau était en place. Julien est entré, posant 2 tasses d'espresso sur le bureau. Il s'est assis sur le bord, me regardant. « Les dettes sont effacées, » a dit Julien. « Les territoires Dufresne sont absorbés. Les affaires sont florissantes. »« Bien, » ai-je dit, prenant une gorgée. « Avez-vous examiné les contrats immobiliers pour le nouveau développement au bord de l'eau? »« Oui, » a souri Julien, un sourire authentique qui atteignait ses yeux. « Vous avez trouvé 3 failles qui m'auraient coûté des millions en impôts. Vous gagnez votre place, consultante. » Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son contact a envoyé cette décharge familière à travers moi. « Ils me craignent toujours, vous savez, » a dit Julien doucement. « La ville. »« Tant mieux, » ai-je répondu, me penchant sur son contact. « Qu'ils craignent le roi. » J'ai levé les yeux vers lui, mes yeux vifs et clairs. Tant que le roi respecte la femme qui tient la fourchette. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, de me retrouver là. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur, que j'aurais dû fuir avec cet argent, me cacher au soleil et ne plus jamais regarder en arrière. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est simple, rien n'est parfait, mais cette vie si compliquée, si dangereuse est la mienne désormais. Et ça, c'est déjà quelque chose.